Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à toutes et tous, pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. C'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive de notre territoire. Et comme vous le savez, notre territoire est actif et dynamique en matière de sport. Et pour cette nouvelle émission, j'aurai le plaisir de co-animer avec mon cher Driss. Salut Driss, comment vas-tu ? Ça va super. Aujourd'hui, un très beau programme. Je vais te laisser présenter nos invités, mais c'est vrai que on a deux références locales, donc voilà, c'est très excitant. Donc je suis très content et très impatient de commencer cette émission. Effectivement, je te le confirme, ce soir, ce n'est pas une émission comme les autres. On peut même le dire, une émission exceptionnelle. Parce que ce soir, nous avons la chance d'avoir notamment un invité qui est notre parrain, mais aussi nous avons la chance d'avoir notre marraine qui est présente aussi sur le plateau. Bien que nous allons surtout nous concentrer effectivement avec notre parrain ce soir, mais notre marraine va revenir sous peu, effectivement échanger davantage. Je vais sans plus tarder vous expliquer qui est notre parrain. C'est donc Édouard Jay. Et pour cela, nous avons une chance inouïe. Voilà, il est reporter radio et images sur RMC Sport, BFM Lyon. Nous reviendrons bien évidemment sur son parcours inspirant, atypique, avec stylo, micro, puis caméra en main. Édouard Jay, c'est avant tout un passionné qui s'intéresse et décortique avec bienveillance et respect le monde du sport, et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, et ça, il y tient beaucoup. Mais avant cela, comme je vous le disais, j'aimerais saluer notre marraine Aurélie Joly, qui est présente à nos côtés. Bonsoir, ma chère Aurélie. Merci en tout cas d'être passée nous faire un petit coucou à cette belle occasion. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup en tout cas. Donc qui est tu es en tout cas à de nombreuses reprises championne du monde en gymnastique aérobique. Donc voilà, en tout cas ça. Tout à fait. Ça nous fait très plaisir. Gymnastique aérobique, et mon dernier titre il y a quelques temps, c'est en aérobique sportive. C'est presque la même discipline, mais pas tout à fait. Bravo. Écoute, en tout cas, ça nous fait très plaisir. On aura effectivement l'occasion, dans pas très longtemps d'ailleurs, d'échanger davantage aussi avec toi. Ça fera l'occasion d'avoir une vraie émission aussi exceptionnelle. Mais en tout cas, ça nous touche beaucoup, et encore bravo pour ton palmarès. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Sans plus attendre, bonsoir, cher Édouard. Merci bonsoir également d'être présent ici avec nous. Merci de m'accueillir, c'est toujours un plaisir. Merci infiniment, en tout cas, d'être présent aussi à nos côtés, d'être le parrain aussi avant tout. Ça nous touche particulièrement d'avoir un parrain et une marraine qui partagent des très belles valeurs, qui ont un vrai ancrage local, qui n'oublient pas d'où ils viennent, et avec forcément un très beau parcours. Donc nous sommes ravis une nouvelle fois de vous accueillir sur le plateau de Radio Grand Lac, ici à Aix-les-Bains sur le 92.1 FM. Nous allons commencer cette très belle émission, mon cher Driss. Exactement. C'est vrai que ça fait un peu bizarre d'entendre cette voix en vrai, qui moi l'a écouté tant d'années pour sonder les résultats, les analyses de notre région, et surtout pour le grand Olympique Lyonnais de tant d'années. Donc hâte de commencer. En principe, quand on me dit ça, je demande toujours l'âge, parce que ça me rajeunit. Vous avez quel âge ? 26 ans, moi. 26 ans, d'accord. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité, notamment mon plus gros souvenir, ça reste le Final 8, parce que vous étiez assez proactif. On sait que Lyon a fait un magnifique parcours pendant cette campagne de Ligue des Champions. Tout à fait, après le Covid. Exactement. Et c'est vrai que l'OL était mis en avant, donc vous étiez en avant, et ça m'a fait réaliser que vous étiez proche de nous et que vous avez réussi. Donc ça m'a fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Le média radio qui est toujours assez, avec la voix, on arrive à être proche des gens, et surtout sur votre génération. J'ai souvent, alors je sais pas si c'est le cas, mais j'ai souvent les enfants, les gamins, si je puis me permettre, qui disent mes parents à l'époque c'était le foot, mais juste à la mi-temps. La mi-temps, faut aller coucher, et la deuxième mi-temps on mettait sous l'oreiller la radio. On me raconte souvent ça, et c'est sympa, parce que ça veut dire que le média radio compte encore quand même pour la jeune génération, même si les derniers sondages en date prouvent que le média radio en lui-même, en direct,
perd malheureusement de plus en plus d'auditeurs. En gros, sur la dernière année, parce que les sondages sont passés cette année, sur le média radio en général, sur tout les 1 million en moins d'auditeurs. C'est-à-dire près de 37 millions de personnes français qui ont écouté la radio sur une journée, alors que c'était 38 l'année dernière, en gros. Voilà. Donc c'est pour ça que le média radio, la voix, c'est toujours important, et c'est pour ça que j'aime bien entendre ce genre de retour. Voilà. Et le commentaire à la radio est toujours plus intéressant parce qu'il est plus descriptif. Et puis moi j'ai l'habitude aussi de vous entendre avec des holas derrière et le bruit du public souvent, parce que vous êtes souvent conviés à changer de pays pour commenter l'OL, notamment cette semaine à Séville. Donc très intéressant. Merci beaucoup. Pour commencer, Édouard, j'aimerais revenir sur une date clé. C'était en 1992, une date importante pour le monde du sport, bien évidemment, pour la Savoie également, pour la France, pour le monde entier, puisque c'était les fameux Jeux Olympiques. Mais surtout pour vous, c'était une date référente, puisque c'était finalement d'un cursus menant au métier d'avocat, vous avez bifurqué vers le monde du journalisme. Expliquez-nous finalement ce début d'aventure et puis finalement comment cela s'est fait. Alors, je reviendrai peut-être plus tard sur le 92-1, parce que c'est vraiment c'est là que ça a commencé. Mais puisque vous mettez une date du 8 au 24 février de 92, forcément ça me parle, parce que c'est à ce moment-là, quelques semaines avant, je travaillais pour une radio locale qui était à Chambéry, Radio Nostalgie, et le président, qui d'une certaine manière m'avait découvert aussi à Radio Lac, c'était Radio Aix-les-Bains à l'époque, Radio Aix, Alain Poncet, je pense souvent à lui parce qu'il est décédé le 20 janvier dernier, m'appelle et me dit voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est que j'ai une accréditation pour faire les Jeux Olympiques. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas de budget pour te payer. Donc il me dit la seule chose, c'est que tu auras une accréditation, comme on appelait ça à l'époque, tout site, donc tu pouvais aller partout. Il fallait que je me contente d'un lit de camp dans le studio de Radio Nostalgie à Courchevel. Donc j'ai dit banco, voilà, j'y vais, et puis on verra bien ce que ça donne. J'étais 30 et quelques années plus tard, on dirait que j'étais en année de césure. En fait, je me cherchais un peu. Finalement, je me cherche aussi là-haut. J'y vais. Et puis, je me fais repérer par des gens d'RMC qui me disent, en gros, on a besoin d'un contact sur la Savoie, niveau info, parce que je faisais toutes les informations. Je faisais pas que le sport. Ok. Et puis finalement, de fil en aiguille, voilà, différentes petites choses qui m'amènent à... Ils me disent, est-ce que tu veux venir faire un stage je sais pas, c'était sur les premiers 10 jours de mai 92. Et puis on verra après. Et donc là, on est bientôt en 2026. Ça fait donc bientôt 34 ans que j'y suis. Voilà, donc j'ai commencé par des piges. J'ai commencé par faire aussi, à l'époque, je travaillais aussi sur Radio Nostalgie. J'y suis revenu parce que c'était la même maison. Pour après vraiment prendre mon élan. Alors parce que c'était des piges, bosser 7 jours sur 7 avec du sport. Voilà, beaucoup de choses. Mais mon vrai départ, c'était en 98 à Lyon, quand le groupe RMC se restructurait autour de 3 pôles: Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand. Et déjà à l'époque, en 98, j'étais en avance sur mon temps parce que j'ai fait du télétravail. On m'a installé un studio qui était un petit peu comme ça chez moi. J'avais pris un appartement. Alors je vivais principalement sur la Savoie à l'époque, et je travaillais sur Lyon, mais à Lyon j'avais juste une chambre et puis de quoi vivre à l'époque. Et puis la salle principale, c'était un studio un peu plus gros que ça, parce qu'à l'époque encore c'était du matériel qui était assez imposant, et je faisais le travail depuis chez moi, parce qu'on avait des lignes spécialisées, hein. C'était vous étiez absolument pas né. C'était vraiment, il y avait vraiment des installations spécialisées, comme on dit, des lignes spécialisées. Donc, il fallait revenir à la maison pour envoyer, ou dans les studios pour envoyer les sujets. Alors après, j'étais bien évidemment en voiture. Je faisais tous mes reportages sur la région Rhône-Alpes, Auvergne, et même sur l'Italie et sur la Suisse, même sur Dijon, sur la Bourgogne. Et là, je faisais toutes les informations générales aussi. Donc, il n'y avait pas que le sport, parce que le sport, je suis spécialisé que depuis à peu près une grosse dizaine d'années. Et donc voilà, je faisais mes reportages. Alors soit je les envoyais, comme on dit, par téléphone. Donc voilà, avec parfois j'allais taper chez les gens pour envoyer les sons. À l'époque, on avait des numéros verts, comme on appelait, 0800. Donc on appelait à partir de chez la personne, mais c'était gratuit pour la personne. C'était celui qui recevait le coup de fil qui payait. En l'occurrence, la radio, et j'envoyais mes sujets comme ça, quoi, en fait. Et c'était la grande époque des pins.
Et donc j'arrivais avec des pins Jean-Pierre Foucault et autres, et que j'offrais aux gens pour leur dire merci. Alors c'était souvent dans le sud, donc la radio RMC était assez connue. Donc puis j'avais une grosse voiture, c'était le cirque Grusque en fait, la voiture. Il y avait RMC dans tous les sens, et puis avec la plaque Monaco en plus, ça c'était vraiment bien à l'époque, la plaque de Monte Carlo. Donc ça me faisait quelques entrées chez des gens pour envoyer mes sujets. Donc voilà le départ, les Jeux Olympiques en 92, ça me fait décoller. Bravo. Je voulais revenir sur une interview que j'ai vue récemment qui date de 2020. Vous parliez un peu de votre parcours et vous notiez que au lycée vous arriviez déjà avec des journaux à la fac, ouais. Et que ça avait marqué vos collègues et que ils vous prononçaient déjà journaliste dans le futur. Vous avez quoi à nous dire par rapport à ça? En fait, ma trajectoire est assez paradoxale parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui, peut-être tout petits, se disent « Tiens, je veux être journaliste. » Je parle sur l'aspect journaliste. Je veux faire le 20h, je veux être correspondant, je veux, sur les grands faits de guerre, je veux être envoyé spécial ici, je veux faire de la bourse, je veux faire le 20h. Votre papa était correspondant? Alors, mon père était instituteur et il était correspondant du Dauphiné Libéré. Alors, on habitait d'abord du côté de Moutier, donc au pied des Trois-Vallées. Donc, vraiment dans cette partie-là de la Savoie. Puis après, on est venu en 76 à Aix-les-Bains. Donc il était là-dedans un petit peu, mais c'est vrai que je baignais un peu là-dedans, mais jamais je me suis dit je vais faire comme lui, parce que il était un simple correspondant, comme on dit. Je dis pas que ça ne faisait pas rêver, mais c'est pas forcément c'était un métier d'appoint par rapport à son métier d'instit. Donc moi je voyais pas comment on pouvait vivre de ça. J'aimais le foot, je regardais les matchs, je m'intéressais à l'actu, mais jamais je me suis dit je vais faire journaliste vraiment. Et en fait, c'est le fait que j'ai fait mes études de droit, après il a fallu faire l'armée, et après en sortant de l'armée, j'avais plus de solution. Donc je me suis mis à commencer à faire de la presse écrite, de la radio à Radio Aix à l'époque. Voilà, après j'ai appris sur le tas, mais en fait j'avais jamais vraiment envie. Alors après, c'est vrai que les potes, des fois, me disent à la fac, mais attends, regarde, tu avais toujours les journaux. Oui, j'étais toujours un passionné d'actu, mais plus parce que je savais que s'il fallait, pour les études de droit, de la culture générale, donc je me nourrissais de ça parce que on avait des cours de droit constitutionnel, il fallait connaître beaucoup de choses. Donc et puis la politique m'a toujours attiré. J'ai toujours lu beaucoup de choses par rapport à ça, et je me voyais plus là-dedans. Alors, le journalisme, lire des journaux pour la culture générale, et pas forcément pour me dire un jour t'écriras, tu parleras ou tu montreras ta trombine dans un écran. Surtout que voilà, on pouvait pas imaginer à l'époque. Il y avait 4 radios. Hein. Il y avait Europe 1, RMC, RTL et France Inter. Il n'y avait pas encore les radios, les nouvelles radios, l'explosion des radios. Après, quand c'est venu toutes les radios nostalgie, les radios énergie, etc., c'était un petit peu plus tard. Donc j'étais dans cette période un peu à chercher. Puis voilà, finalement, ça devait être mon destin, parce que finalement j'y suis. Je suis là-dedans. Je me rappelle de votre première suivi de sport, c'était le basket à Challes-les-Eaux. Basket, ouais, exactement, les féminines de Challes-les-Eaux. Justement, c'est Radio Nostalgie à Chambéry avec Alain Poncet qui avait il avait géré il avait trouvé un sponsor, en l'occurrence, qui était le sponsor maillot de cette équipe, Robert Didier, qui était un promoteur immobilier, et qui lui dit on va retransmettre à la radio, mais il fallait qu'il trouve quelqu'un pour commenter. Il y avait une personne qui était censée le faire, mais ça a pas fait. Finalement, c'est moi, et ce même Alain Poncet, donc ça c'était avant les Jeux. 6-7 mois, ils me disent que tu as un passeport, est-ce que tu t'y connais en basket? Oui, le passeport je l'ai, le basket, je connais un peu, je vais gratter un peu pour en savoir un petit peu plus. Je savais commencer, mais après pour commenter, pour connaître un peu, c'est un autre travail. Et finalement, ça s'est bien fait. Et puis il me dit t'auras un consultant, c'était en l'occurrence l'entraîneur de l'équipe réserve.
qui s'avère être Pierre Lemarchal, vous connaissez forcément. Voilà, donc moi Pierre, je le connais du coup depuis 92. On a fait, je dis pas les 400 coups, mais on a fait des longs voyages ensemble européens ou dans les bus avec les équipes de Challes-les-Eaux à l'époque. Et on avait la chance d'avoir le PSG du foot, mais c'était le PSG du basket féminin. Donc c'était souvent des Final Four de basket aux quatre coins de l'Europe. Donc ça a été deux ou trois saison assez intéressante, bien évidemment. J'avais entendu aussi un déplacement en Ukraine qui s'était pas fait, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est le premier. C'était en Ukraine qui devait se passer, puis finalement, parce que alors là, je vous parle de non seulement. Pour commencer, c'est déjà. Le problème, c'est qu'il fallait aussi gérer la ligne, la construire. On arrivait des fois à des endroits. Il y avait tout un travail. Il y avait tout un travail technique de s'installer physique pour arriver à retransmettre, que quand on appuyait sur le bouton, on faisait tous les numéros pour appeler, pour revenir en France, et qu'on entendait le studio qui était à Saint-Alban-Lès à l'époque. On se dit c'est bon. Mais on avait déjà perdu énormément d'énergie pour gérer tout ça, alors que maintenant, après avec un simple ordinateur, on peut faire des choses formidables. Mais là, il fallait, au niveau technique, il fallait avoir des liaisons internet. Et là, l'Ukraine, c'était juste au moment de la chute du mur, et l'Ukraine était encore pas vraiment. Il y avait beaucoup de choses cassées, pas encore remises en place à l'époque, et du coup, au niveau des télécoms, ça n'avait pas fonctionné. Voilà. Parlez-nous un petit peu finalement, ou même en détail de ce lien avec le 92.1 FM. Finalement, c'est de là que presque tout a commencé sur les ondes. Ça a été finalement le grand bain. Oui, c'est ça, parce que cette période-là où j'ai commencé à me chercher, où je faisais de la presse écrite, donc être correspondant à l'agence d'Aix-les-Bains qui était avenue Charles de Gaulle à l'époque, avec mon père, et beaucoup d'autres, je faisais vraiment de l'actu locale, en fait, et c'était passionnant parce que Aix, mine de rien, et vu que je suis la chronique encore assez régulièrement à travers tous les réseaux, le journal, etc., que je lis tous les matins, le Dauphiné, la page d'Aix-les-Bains, bien évidemment, tous les matins, voire même dès l'édition du soir. C'est foisonnant l'actualité qu'il y a là. Il y a de l'économie, il y a d'une certaine manière du people l'été, il y a beaucoup de manifestations, il y a du culturel, il y a de l'économie, il y a de la politique. Voilà, il y a beaucoup de choses autour de ce lac. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et puis un jour, j'ai un copain que je connais pas vraiment, que je rencontre comme ça sur les conférences de presse, qui s'appelle Patrick Plaisance, et qui travaillait pour la radio, donc Radio Aix, et qui s'appelait alors Radio Aix, mais je crois après ça avait pris un autre nom, Radio Métropolis. Je crois Radio Métropolis, voilà. Et il me dit, donc il faisait l'actualité, mais alors c'était l'actualité entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faisait tout, le matin, le midi, le soir, voilà. Et il voulait s'octroyer 15 jours de vacances, je crois que c'était en Guadeloupe, et il va voir son patron en lui disant, je veux 15 jours de vacances. Donc le patron lui dit, oui, si tu veux, mais il faut que continuité du service, non pas public, mais privé, là, il faut tu trouves quelqu'un. Et donc à un café un matin, il me dit, est-ce que tu t'y connais en radio? Voilà, non, écoute, remplace-moi. Donc j'ai fait, comme on dirait maintenant, du tuilage pendant 2-3 jours. Il m'a montré un peu comment ça se fait, et puis finalement, j'ai commencé ces 15 jours-là. Et je ne voudrais pas écouter ce que j'ai fait à l'époque. J'espère qu'il n'y a pas non, je pense pas qu'il y ait d'archives. Mais en fait, voilà, c'est fabuleux parce que ça m'a permis. Pour se lancer, à l'époque, on n'avait que ça, parce que maintenant, d'une certaine manière, je dis pas que c'était plus facile avant ou machin. Chaque génération a ses ou difficultés ou opportunités. Là, vous avez éventuellement des opportunités vous faites un podcast, vous faites un blog, etc. Là, j'ai eu la chance que quelqu'un me donne la possibilité, cette chance de causer dans le poste à ce moment-là. Alors après, j'ai dû faire 2-3 trucs qui ont plu. Voilà, et puis après, c'est comme une histoire de réseau. On arrive à trouver un contact par-ci, un contact par-là. Et puis j'ai eu Sud Radio qui m'a appelé un jour. Il cherchait quelqu'un pour faire du rugby. Est-ce que le rugby tu veux faire? Oui. Voilà. Après un fait div, après ceci, cela. Et puis finalement, quand tu commences à répondre à tout le monde, a priori, si on te rappelle, c'est que t'as pas fait trop de bêtises. Donc voilà, ça a tricoté une espèce de
de pull là qui m'a permis. Mais les premières mailles de ce pull, je les ai faites sur Radio. Alors Radio X, même avant, parce que oui, j'y pense. Là, je vous ai parlé de l'époque Radio Métropolis, c'était 91. Mais avant, faut que je parle quand même de Gilbert Combet, qui était à l'époque au service technique, service des sports de la ville d'Aix-les-Bains, qui était un passionné de radio, un passionné de sport. Et ce bougre s'était lancé bénévolement les week-ends à faire des multiplex des clubs sportifs de la région. En fait, c'est le vrai début, il a. En fait, moi j'avais en gros le foot, le ballon, je le poussais, j'essayais de courir après, mais voilà, j'avais énormément de problèmes avec le ballon. Du coup, je jouais souvent en réserve. Et à l'époque, les réserves par rapport aux équipes 1, que ce soit en basket, en rugby, en foot, elles jouaient avant. Donc s'il y avait le match de foot à 15h, le match des réserves était à 13h, le rugby c'était pareil, le basket c'était pareil. Et lui, alors de mémoire, j'enjolive sûrement, mais il organisait un petit peu, parce que c'était lui qui avait un peu la clé des terrains, et il organisait un peu en disant là vous faites ceci au niveau des clubs. Et donc en fait il avait chopé quelqu'un là dans le rugby, quelqu'un dans le basket et moi dans le foot pour un petit peu commenter les équipes 1 et éventuellement les dimanches après-midi ou les samedis soirs. Et puis il faisait le dimanche soir surtout entre 18 et 19h une espèce de café des sports on faisait. Alors de mémoire c'était au théâtre de Verdure à l'époque, les studios. Et du coup on se retrouvait là à parler des clubs, de ce que ça. Donc c'était assez. Et là je dois vous parler de 89, 90, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment sympa parce que là aussi c'était pareil. Et lui il avait commandé des lignes téléphone. Alors que ce soit l'hippodrome ou c'était Stade Lafin avant que ce soit Forestier, Jacques Forestier, c'était carrément des combinés téléphoniques en fait. Il n'y avait même pas de ligne, donc on appelait. Et en fait, on avait convenu, le match commence à 15h, 15h10 il appelle, donc tu avais le téléphone qui sonnait. On décrochait, alors ça en est à combien ? Il y a toujours 0-0, mais il y a eu des bonnes actions, etc. Donc il devait faire pareil avec le basket, parce que visiblement c'était peut-être au même moment où il s'organisait. C'était vraiment, c'était des débuts assez fabuleux. Et donc là, c'était les débuts avec Radio X, et après il y a eu cette deuxième, toujours sur le 92.1 avec Radio Métropolis. Une vraie épopée. Une vraie épopée. Ouais, c'était une vraie épopée. Ouais. Comme maintenant, vous iriez faire un podcast, faire une radio, avec vos ordinateurs ou votre iPhone. Il y a toujours moyen d'y arriver, en fin de compte. Ça me rappelle un peu Jean-Louis Moncey que vous devez connaître, qui parlait aussi d'avoir les temps des Formule 1 chaque tour. Et à Monaco c'était plutôt facile, mais quand il allait notamment en Monza en Italie, c'était beaucoup plus compliqué, alors que maintenant on a toutes les datas, donc c'est vrai que le temps avance et les méthodes aussi. Oui, et puis là par exemple, moi j'adore commenter par exemple les matchs de Coupe de France, notamment les 32e de Coupe de France ou les 16e en foot, parce que souvent c'est des petites équipes qui reçoivent des grosses. Et sur des terrains totalement improbables. Bourgoin-Jallieu l'année dernière. Voilà, Bourgoin-Jallieu par exemple, qui est resté dans son jus des années 90 quand je faisais le CSBJ. Mais il y en a d'autres même, franchement, il y a même des fois, on n'a même pas de quoi placer le matériel qu'en fait. L'année dernière, c'était à Chasselet, à côté de Lyon, un club qui s'appelle Gaulle. On est debout, qu'en fait. Il a fallu au dernier moment, heureusement qu'il y avait un bénévole qui avait dans sa voiture une multiprise, pas une multiprise, mais une rallonge pour aller chercher de l'électricité à un endroit. Et je vous parle du 7 janvier 2025. Donc ça c'est un petit peu route, c'est un peu sympa, mais c'est vrai que c'est ces moments-là où parce que quelque part les matchs de Coupe du Monde, les matchs de Coupe d'Europe à Séville la semaine dernière, c'est très facile à commenter parce que d'une certaine manière on a des écrans devant nous. On a le nombre de tirs, on a le nombre de... Voilà, donc c'est quelque part, c'est facile de réciter un peu. Tandis que quand on fait un match, il faut, comme ça, il faut voir le nombre de corners, le nombre de tirs. Il faut plus avoir de repères à l'ancienne, et si possible avec un crayon de papier, ce que mon père m'a toujours dit, parce que le crayon de papier, même en hiver, il prend pas froid. Excellent. Donc effectivement, un début de carrière d'abord par la presse écrite en tant que consultant avec le Dauphiné Libéré, et puis au fur et à mesure, le monde de la radio. Et puis depuis donc janvier 2001, une nouvelle étape puisque vous grandissez au cœur d'un groupe précurseur dans le plurimédia. Vous avez, je cite vos propos, délaissé les infos gênées depuis quelques mois, mais je ne perds jamais ma curiosité de journaliste dans le monde du sport que je suis avec passion pour l'agence multimédia RMC Sport.
donc qui regroupe RMC, BFM. Expliquez-nous finalement, ce choix, peut-être une suite logique. Oui, alors en fait, c'est la suite logique un peu du développement du média en fait, parce que maintenant, comme on dit chez nous, c'est la formule. Ça a été encore répété parce qu'on était, pour tout vous dire, aujourd'hui sur des réunions par rapport au sondage d'RMC, qui, comme un petit peu toutes les radios, sont pas forcément folichons parce que le média radio en lui-même, en direct, c'est plus forcément ça. Mais par contre, justement, c'est là que je veux en venir, c'est que maintenant on est dans quelque chose qui est 360. C'est-à-dire qu'il faut l'info est toujours la même. Oui. Tu vas la chercher. Hier, j'étais à Bessan, en Haute-Maurienne, pour aller prendre des interviews de biathlètes. Vous savez, il y a eu tout un gate, des histoires d'une biathlète qui a volé la carte bancaire de sa copine pour acheter des choses. Il y a tout plein de choses qui se passent dans le biathlon. Il y a eu des décisions judiciaires la semaine dernière. Il y a eu une décision sportive, et donc c'est la première fois qu'elle prenait la parole. Là où avant, il y a une trentaine d'années, sur la même affaire, j'allais avec mon Agra à bande pour faire uniquement la radio. Là maintenant, j'y suis allé. C'est le but ultime actuellement, c'est qu'on a un iPhone. Donc on est tout petit, il est dans la poche. Et avec cet iPhone, je capte l'image, bien évidemment, le son, bien évidemment. Donc le son, il a servi pour la radio. Le son et l'image, ils ont servi pour les réseaux sociaux parce qu'on a développé sur le digital un certain nombre de choses. Je ne pense pas que sur le cas avec aujourd'hui l'actualité du 13 novembre, c'est pas passé sur BFM TV, mais admettons, ça peut passer sur BFM TV. Si c'est pas été le cas parce que elle n'est pas originaire d'une des télés locales du groupe, mais elle aurait pu passer sur cette télé-là. Tout ça pour dire qu'à partir d'une seule interview, d'un seul personnage qui va à un endroit, tu vas irriguer plusieurs choses qu'en fait. Ah oui, plusieurs canaux. Ouais. C'est pour ça qu'on quelque part l'audience radio sur cet événement-là, déjà il est tu peux pas le calculer parce que c'est une interview qui est passée ce matin à 7h, donc tu peux pas savoir le nombre de personnes c'est pas le but. Mais par contre, on l'a développé sur tous les axes, et après on a des équipes digitales à Paris qui vont les décliner sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc en fait, la même matière. Donc moi qui me déplaçais uniquement pour la radio à l'époque, là maintenant je me déplace pour faire tous les médias du groupe qu'on fait. Et donc nous, on a au fil du temps, alors en 2001 quand Alain Veil a quitté le groupe Énergie pour acheter RMC et relancer RMC en 6 mois, on était 35 à relancer, mais là c'était uniquement la radio, tel qu'on focus radio, et c'était que la radio, parce qu'on était en 2001, c'était bientôt il y a 25 ans. Il n'y avait pas d'internet, il y avait les smartphones, les smartphones n'existaient pas, c'était juste des téléphones portables. Parce qu'il faut replacer tout dans le contexte. Et en fait, nous, notre groupe, il a eu la chance de décoller avec cette radio-là, qui a changé complètement le modèle des radios avec de l'info. Du jour au lendemain, on a enlevé tous les jeux, on a enlevé toutes les chansons, on a mis que du talk, que du débat. Principalement l'actualité jusqu'à 14h. Ensuite, il y avait du sport, et jusqu'à minuit le sport, et le week-end que du sport. Donc là où éventuellement on faisait juste un avant-match de 2 minutes, là maintenant les avant-matchs du samedi ils commencent le lundi en fait. D'une certaine manière, l'équipe de France là qui joue ce soir contre l'Ukraine, l'avant-match il a commencé lundi. Donc il faut parler, donc il faut voilà. Et tout ça c'est décliné sur tous les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on dit réseau 360. Et nous, en fait, on a eu la chance, notre groupe, d'évoluer, parce qu'on est parti à 35, et maintenant, le groupe qui a racheté BFM Business, qui était une radio. Ensuite, on va faire les 20 ans, le 27 novembre prochain, les 20 ans de BFM TV. On a créé BFM, je fais partie des créateurs, d'une certaine manière, en interne, parce qu'on a travaillé pour ça. Et tous les médias derrière qui ont été rachetés ou créés, des RMC Découverte, Live actuellement. Maintenant, il y a des podcasts, bien évidemment. Il y a toutes les télés locales aussi, BFM Lyon, BFM Normandie, BFM Marseille, etc. Donc, c'est tout un lot. C'est près de 2000 personnes maintenant, tout ce groupe-là, qui a été, dans un premier temps, racheté par SFR en 2016 et qui a été vendu l'été dernier, 2024, au groupe CMA-CGM, qui est un grand groupe d'armateurs français. Et voilà, donc en fait,
nous, on a grandi avec aussi l'explosion d'Internet, de l'évolution des technologies. Et moi, là où je me trimballais avec un agra d'une grosse dizaine de kilos avec une simple bande où tu faisais uniquement de la radio. Là, maintenant, avec mon téléphone, l'iPhone en l'occurrence, je peux vraiment tout faire, quoi. Des directs, comme on dit, au propre, sans être dans un studio, depuis le fin fond ça va être le cas de la Serbie dans 15 jours. Voilà, c'est des choses, et on est loin du premier déplacement en Ukraine où il fallait que j'ai une ligne physique à tel endroit. Là, je peux faire le direct de n'importe où, quoi, en fait. Donc, c'est à la fois, j'ai tout appris, j'ai fait que des formations, j'ai pas fait d'école, j'ai fait toute la formation sur le tas, et puis bien aidé par ma curiosité, qu'en fait. Voilà, parce qu'en fait, je crois que le grand mot qu'il faut avoir dans la vie, mais surtout en journalisme, c'est d'être curieux, en fait, d'aller voir, d'essayer de comprendre des choses, et puis de voir des choses. On m'a toujours dit, chose vue, qu'en fait, tu vas sur le terrain, tu vois des choses, après tu les racontes, ou avec des mots, ou avec de l'écrit, ou avec une image, et après que tu la déclines en réseau social, que tu la déclines en télé, que tu la déclines dans ta voix ou dans un écrit, quelque part, au départ, l'info, c'est la même. Donc, en fait, c'est en ça qu'on dit qu'on est 360, et c'est le seul salut, quelque part, des groupes de médias maintenant, parce qu'on est au bord d'une explosion. On est devant je suis content d'être à l'âge où je suis, 58 ans, parce que j'ai peur de l'intelligence artificielle à très court terme, mais fatalement, comme des générations ont eu peur de tout ce qui est arrivé, tout ce qui nous est arrivé, voilà, je pense qu'il faut pas avoir peur, je dis ça comme ça, mais fatalement, il y aura des bonnes choses, parce qu'il va falloir, on va arriver à faire des garde-fous et à gérer un petit peu tout ça, mais attention à toutes les fake news. Excellent, effectivement une sacrée évolution. Parlez-nous de cet ancrage si puissant finalement pour cette magnifique région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque finalement c'est là où... Et encore, il y a que la Savoie. J'osais pas le dire. Non, mais effectivement, on voit que c'est là aussi où ça fait partie de votre champ d'action, entre autres, et pas que. Effectivement, on y reviendra dans quelques minutes avec l'Olympique Lyonnais, mais c'est vrai que c'est quand même là où votre carrière a démarré. On sent que là, ça reste un ancrage de proximité. Oui, parce qu'en fait, moi, on m'a proposé 2-3 fois d'aller à Paris, mais je me suis pas senti d'aller à Paris, parce qu'il fallait que j'ai mon lac pas loin, il fallait que j'ai mes montagnes pas loin. Alors vous allez me dire, en TGV, on y est presque, on y est rapide, mais bon, non, je pouvais pas aller plus loin que la grande ville de Lyon. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien être proche des gens, de raconter des histoires. Alors, quand je dis raconter des histoires, des parcours, hein, c'est pas raconter des histoires pour dire des mauvaises choses. Et puis, parce que c'est très intéressant, je suis curieux un peu de beaucoup de choses. Donc, c'est très intéressant d'une certaine manière de connaître. Moi, alors, les informations générales m'ont un peu saoulé à un moment donné, parce qu'en fait, on était amené à faire un reportage ici, de pas connaître, et finalement, on demi-journée sur place, on avait l'impression de tout connaître, de faire un reportage, après d'aller ailleurs, etc. Alors ça m'a permis de connaître toute la région, hein, Auvergne-Rhône-Alpes, même Dijon, même la Suisse, même l'Italie à l'époque. Mais là, en sport, c'est une autre donnée, parce que à 75% du temps, c'est quand même de l'actualité heureuse. Dans l'actualité heureuse, je parle aussi des défaites, hein, quand c'est tout sportif, etc. Après, voilà, il y a beaucoup malheureusement, il y a beaucoup de faits divers, avec des histoires de supporters, avec ce que je vous ai parlé pour le biathlon, des décès de skieuses, de skieurs. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de David Poisson, que j'ai beaucoup suivi à l'époque, ou Ulrika Mayer, qui était une skieuse allemande ou autrichienne, je ne sais plus, à l'époque, en 94. Voilà, il y a beaucoup de choses, où Marc-Vivien Fouet sur le terrain à Gerland. Voilà, il y a la plupart du temps, quand même, c'est de l'actualité heureuse, et c'est sympa. Et après, il y a une autre proximité à avoir avec les gens, parce que la personne que l'on interviewe, on l'a connue peut-être toute petite, elle va grandir, après elle va passer, d'une certaine manière elle nous échappe, elle va devenir une vedette. Est-ce qu'elle va garder le contact avec nous? Je peux vous dire que la plupart du temps non, notamment dans le foot, ça passe après à des voilà. J'ai toujours essayé d'avoir des liens particuliers avec des jeunes du centre de formation. Alors j'ai pas forcément eu de chance, parce que soit ils se blessaient, soit la carrière s'arrêtait avant, soit ils
prenait une telle grosse tête que ça partait. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Donc c'est vrai qu'après, d'une certaine manière, ils nous appartiennent plus, mais il y a quand même un contact qu'on peut avoir avec un lien avec les gens. Et puis maintenant, avec mon grand âge, j'arrive à interviewer des fils de skieurs, par exemple, ou de footballeurs dont j'ai commenté la carrière. Donc ça, c'est comme ce que Driss, vous parliez tout à l'heure, vous m'entendiez quand vous étiez jeune, ça me rajeunit aussi. Voilà, c'est bien. Eh bien, en tout cas, effectivement, c'est avant tout des rencontres, c'est avant tout un lien, enfin des liens parfois d'amitié, comme vous nous le disiez. C'est aussi ça, c'est une belle aventure, je dirais, avant tout, finalement. En tout cas, votre carrière, comme vous nous le racontez. Mon cher Édouard, eh bien, nous allons lancer une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes sur les antennes de Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour dans l'émission 9-2-1 Partez, nous sommes toujours en compagnie de notre parrain Édouard Jay, qui est donc reporter radio et images chez RMC Sport et BFM Lyon, qui est également, comme je viens de vous le dire, le parrain de cette belle émission 9-2-1 Partez. Après une première partie danse, mon cher Driss, nous continuons, mais on voit que les minutes défilent à une vive allure. On aimerait arrêter le temps. Désolé. Ah mais non, mais c'est très bien. C'est ce qu'il faut. C'est très très enrichissant. On aimerait arrêter le temps, parfois en tout cas, et aujourd'hui notamment. On avait peur que ça passe vite et c'est le cas. Et c'est exactement le cas, donc voilà, nous allons continuer cette chouette émission. Mon cher Édouard, avec du recul, racontez-nous l'évolution. Alors effectivement, on en a un petit peu évoqué, mais du métier de journaliste et c'est vrai que dernièrement, j'ai vu passer une de vos publications via vos réseaux où effectivement, on s'aperçoit, en tout cas. C'est ce que vous mettiez en avant. Qu'il y a de moins en moins de gens sur le terrain et notamment en conf d'avant-match, conf de presse, etc. Oui, et puis c'est de manière générale. De manière générale, c'est pas uniquement l'OL, c'est pas uniquement le sport, c'est pas uniquement c'est malheureusement il y a une paupérisation du métier qui fait que économiquement parlant, faire tourner une rédaction avec des gens qui envoient des patrons, qui a des budgets pour envoyer des reporters sur le terrain, c'est de moins en moins possible, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de créneaux qui déroulent, qui font déferler des informations comme c'est pas permis et là où avant d'une certaine manière il y avait des sacro-saintes messes, que ce soit le 20h de la télé, que ce soit les matinales en radio, et une fois passé ça, c'était la radio qui était le média le plus direct parce que une info à 18h42, tu l'as donnée à 19h. À 19h40, elle était à 20h. En fait, on avait ce petit laps de temps, même si la radio a toujours été très rapide. Donc moi, j'ai toujours eu depuis 30 ans que je fais la radio, ce côté d'aller vite. Mais le problème, c'est que maintenant, l'info de 18h42, il fallait presque la donner à 18h41, quoi. Et c'est de 0h à minuit, quoi, en fait. Oui. Ça s'arrête jamais avec ces odieux petits appareils qu'on a dans la poche, qui nous abreuvent d'informations. Donc, d'une certaine manière, le métier a totalement changé et ça va tellement vite. Et en plus, le Covid a rajouté la visio qui a été généralisée. Et par exemple, hier, j'étais à Bessan, on était quelques journalistes, quelques grands médias qui ont les moyens d'envoyer quelqu'un sur place. Mais même moi qui viens de Lyon, ça va coûter 200-300 euros la journée, l'essence, le déplacement, mon immense salaire. Et encore, je dors pas comme des médias parisiens qui ont pris un avion pour aller à Lyon, après ou à Grenoble, ou du train pour prendre une voiture. Donc tout ça coûte. Il faut vraiment avoir en tête que hier, l'interview qui vous arrive sur
sur votre écran de télé ou je fais de la pub pour mon site, le site RMC Sport, oui, il vous arrive gratuitement chez vous. Mais il y a un coût. Voilà. Tout à fait. Et du coup, ce coût, il y a des médias qui ne peuvent plus se le permettre parce qu'il n'y a plus forcément de rentrée d'argent. Alors les radios, il y a un gros paradoxe avec Internet parce qu'Internet est un média totalement gratuit qui n'arrive pas à faire son business model, alors que la radio est un média totalement gratuit et qui depuis des années est excédentaire. En fait, toutes les radios gagnent de l'argent d'une certaine manière. Les télés, c'est plus difficile parce que les coûts sont plus lourds, mais la radio, d'une certaine manière, ça gagne rapidement de l'argent avec la publicité. Donc c'est assez paradoxal. On est arrivé en radio sur un média gratuit à faire du business et à avoir des rédactions encore. Ouais, tout à fait. Alors que Internet, qui est gratuit aussi, et pourtant il y a des pubs. Et voilà, le problème c'est que moi ça m'arrive, par exemple, alors pourquoi à Lyon par exemple, mais c'était le cas pour d'autres choses, pourquoi à Lyon il y a plus de journalistes qui vont sur le terrain? Parce qu'en fait le club et certains médias ont tellement voulu aller vite que la conférence de presse, elle est diffusée en direct sur les réseaux sociaux, sur n'importe quel réseau, ou le site internet ou d'autres réseaux sociaux. Et du coup, des rédactions qui avaient des envoyés spéciaux à Lyon se disent mais c'est pas la peine d'avoir X, Y, Z que je paye grassement à Lyon. Ça arrive directement sur mon écran. Et en plus, là, pendant qu'il y a 18h45, il fait la conférence de Lyon. Si tout va bien, celle de Lille est à 19h15. Donc, avec le même personnage, je peux faire celle de 18h45, 19h15. Si après, il y en a une à 20h30. Donc, quelque part, la même personne, dans le même studio, peut tout faire. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Donc, alors oui, techniquement parlant, il va suivre la conférence de presse. Désolé, je parle dans mon jargon. La conférence de presse. Mais le problème, c'est que la personne qui est à Paris, ne va pas connaître toute l'actualité de l'OL par exemple, du LOSC pour Lille, si éventuellement faut faire la team Chambé derrière, voilà. Donc en fait, ils vont, comme on dit dans notre jargon, ils vont pisser de la copie en ne remettant pas les phrases, les choses dans le contexte. Bon, il y a déjà toute cette donnée-là, donc ça fait une pauvreté parce que nous, on est sur place, on connaît presque tous les tenants, les aboutissants, donc on peut remettre dans un contexte. C'est ça le métier de journaliste, c'est de poser des questions. Et puis après, il y a plus personne qui pose des questions, sur place. Donc il y a une paupérisation du métier. Et puis après, ça va tellement vite que en fait, moi, dans mon métier de faire de la radio et après de mettre par écrit. Parce qu'à un moment donné, je faisais aussi des dépêches, anglaises, c'était des dépêches Reuters. Et donc, en fait, d'avoir une phrase dite oralement, mettez-la par écrit, c'est pas tout à fait le même. C'est différent. Tout à fait. Et donc, en fait, alors après, voilà, le ciel est bleu, vous le dites et vous l'écrivez, il n'y a pas forcément de différence. Mais il y a des choses, des fois, que vous dites avec le regard, que vous dites avec peut-être en touchant la personne, en disant voilà. Et en fait, par exemple, Pierre, l'interview de Justine Brezas qui c'était sa première prise de parole, qui a été la victime dans l'affaire avec sa collègue qui lui a volé sa carte bleue pour un achat. Il y a quelqu'un donc ça paraît sur notre site internet en écrit et il y a la vidéo. Et j'ai une personne qui m'appelle en disant elle a pas dit grand chose. Je dis mais elle avait lu les 3-4 mots qu'on avait écrits. Et je dis mais non, écoute. Et elle a écouté. Elle dit ah bah oui. Et les classes, sa réponse, etc., etc. C'est les mêmes mots, hein. Ouais, tout à fait. Et donc en fait, tout ça pour dire qu'au final, l'écrit comme ça, mis pas forcément dans le contexte, lu en plus. Quand vous lisez votre téléphone comme ça, vous le lisez peut-être en faisant autre chose, en marchant, vous n'avez pas la même concentration que quand vous lisez un journal à tête reposée. Donc, et du coup, après, ça peut donner le lien à tout plein d'interprétations. Et puis tout plein de fausses nouvelles. Voilà. Alors il y a des fausses nouvelles comme ça qui sont parce que pas volontaires, inconscientes, parce qu'on a mal compris un mot, etc., etc. Et puis après il y a tout plein de fausses nouvelles qui peuvent arriver. Donc c'est
c'est assez difficile de le métier là où il a évolué, c'est techniquement, mais aussi dans la rapidité, comme je vous disais, l'info de 18h42, il fallait presque la donner à 18h40 parce que limite un confrère l'a donnée mais de façon incomplète à 19h39. Et en fait là où éventuellement on prenait tous les tenants, si on a 3 personnes dans un fait, tous les tenants et aboutissants de chacun pour avoir un article au final. Maintenant, on va avoir la version A, la version sur le sujet de la personne A, ça fait un article. La personne B, ça va faire un deuxième article. La version C, un troisième article. Et éventuellement, après, on va faire un condensé des 4. Résultat des courses, ça fait 4 fois des clics. Ouais, donc finalement, d'une certaine manière, on préfère avoir 4 fois 1000 clics, dont 3 qui sont approximatifs, mais le dernier va être vrai. Mais en fait, après, est-ce qu'on aura le temps d'aller jusqu'au 4e, voilà, plutôt que d'attendre 1 heure, parce qu'après on va plus être référencé. Donc on nous dit de lancer vite les informations, parce qu'il faut être référencé, parce qu'il faut ceci, parce qu'il faut cela. Et puis tel mot, franchement, on est j'appelle ça maintenant une machine à laver, qui est assez incroyable. Alors moi, avec le temps, j'arrive un peu à prendre de la distance, mais comme je dis aussi, notre profession, c'est un peu vautré à un moment donné. Moi, le premier sur les Twitter, à vouloir répondre aux tweetos, etc., sans comprendre au début, ce que je vous parle il y a une dizaine d'années, la violence que ça allait devenir. Encore, c'était pas aussi violent, mais la lâcheté qu'il y avait derrière les écrans, etc., parce qu'on découvrait ça, quoi, en fait. Maintenant, moi, j'ai pris ma retraite des réseaux sociaux, notamment ceux-là, c'est plus possible, quoi. C'est parce que tout le monde a un avis sans connaître. Ouais, X est devenu un champ de bataille. Depuis... Ouais, c'est un champ de bataille, quoi, en fait. Et encore, moi, je parle ni religion, ni genre, ni tout plein de mots qui peuvent, mais ne serait-ce que dire, des fois, c'est des trucs incroyables, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que ça a aussi changé. Notre métier, moi, dans ces 30 ans, il a changé techniquement. Mais aussi je dis pas qu'il faut faire plus attention aux mots qu'on va utiliser, mais il faut faire attention aux mots, comment ils pourraient être interprétés. Je vous donne juste l'exemple, par exemple, quand je commande une époque, j'avais commenté une finale de Coupe d'Europe des filles de l'OL à Budapest. Les filles de l'OL menaient 4-0 en 25 minutes. Il faisait 40 degrés à Budapest. La suite, c'était Barcelone. Il y avait pas de match, quoi. Et donc, la deuxième mi-temps, il a fallu qu'on fasse autre chose finalement, parce que j'étais tout seul à commenter, donc il n'y avait plus grand-chose à commenter, parce que le jeu s'est arrêté. Je me suis interdit de dire que c'était une purge. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Parce que j'allais être misogyne, c'était des filles qui jouent au foot, tu dis que c'est une purge. Alors que si ça avait été le même match, le même avec des garçons, non, mais c'est une purge ce match. Donc vous voyez, on en arrive, parce que j'ai fait attention. Et j'ai fait attention à mon ego d'une certaine manière en disant sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'ils vont me dire, quoi, en fait. Alors que maintenant je dirais non, voilà, si on veut traiter les hommes et les femmes de la même façon là-dessus, un match nul, si on le traite dans notre jargon de purge, voilà. Donc là, même nul, je sais même pas si je l'ai dit. J'ai essayé vraiment de dire, voilà, vous comprenez, il fait chaud, etc. Bon, ça s'est arrêté à 4-0. Malheureusement, il n'y a pas eu d'autres buts. On a fait, mais voyez, on en est sur un. Et là, c'est vraiment des choses, un exemple tout petit, quoi, quelque part, et je suis pas allé ni dans la religion, ni dans la guerre des sexes, ni voilà. Donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu embêtant de partir là-dessus, qu'en fait, voilà. C'est pour ça que techniquement le métier a évolué, mais aussi éditorialement, faut faire très très attention. Avec une autre donnée aussi, c'est que maintenant il y a ce que j'appelle le SAV, c'est-à-dire le service avant-vente et le service après-vente. C'est pas parce qu'on a fait uniquement un direct, il faut faire un peu de mousse autour, pas de mousse, mais dire tiens, on y est là, parce qu'il y a des gens qui vont avoir vu un match ou entendu parler d'un match. En l'occurrence, parce que je parle de match, machin, mais ça peut être autre chose. Parce qu'ils ont vu une publication sur Instagram, soit d'RMC, soit de MaPomme, soit de l'After, pour parler d'une autre émission, d'une autre marque en interne chez nous. Voilà, donc il y a vraiment le métier, c'est pour ça qu'il est devenu 360, et à 360 et un métier pluriel, au fait. Voilà. On fait plus que de la radio. On va passer à un secteur pardon, excusez-moi, au cœur de cible. Voilà, c'est ma partie préférée, le terrain. Ma partie, on va parler de l'AS Saint-Etienne, parce que vous avez récemment fait l'interview de Larry Tannenbonnen.
et du groupe Kilmer Sport, l'actionnaire canadien si je me trompe pas. Une interview très très intéressante où on va parler du futur du club, parce que récemment, même si l'AS Saint-Etienne est un club historique, ces dernières années il est un peu en difficulté. On a vu pas mal de coachs différents. On est sur une époque plus compliquée pour les Verts. Qu'est-ce que vous avez ressorti de cette interview? Est-ce que vous les voyez assez proactifs, et est-ce que l'avenir de Saint-Etienne est plus rayonnant que ces dernières années? Oui, ils vont arriver à résister dans toute la vague là, parce qu'au niveau du foot et du sport business en général, il y a des vagues qui vont passer. Les premières vagues sont encore pas les plus dévastatrice pour le monde du foot, parce qu'il faut vraiment passer d'un modèle très dépendant des droits TV qui étaient obèses, qui étaient énormes, et tout le monde vivait là-dessus et vivait mal là-dessus, parce que quand on paye des gens beaucoup et qu'on n'attend pas beaucoup en retour, finalement ça va pas. Alors donc du coup Saint-Etienne a un nouvel actionnaire canadien, Larry Tannenbaum, qui est un énorme homme d'affaires canadien. Certes, il a un certain âge, mais il a un énorme groupe qui a beaucoup de franchises aux États-Unis, à Toronto. Basket, baseball, foot et hockey sur glace, oui bien sûr. Et il a aussi un groupe d'entertainment, de diffusion des matchs, et voilà. Et donc il a une énorme fortune, et il est venu en Europe avec Saint-Etienne pour développer au niveau du foot. Donc là, économiquement parlant, il y a du solide. Structurellement parlant, il y a du solide. Ils ont mis en place des experts, de la compétence. Vraiment à tous les étages, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que du coup là où finalement tu ne vas plus avoir de droits TV qui vont te permettre de vivre, tu vas devoir vivre autrement quoi, en fait. Donc eux ils ont cette roue de secours là, ils ont cette organisation là qui à court terme je pense va porter ses fruits. Pour l'instant j'ai un petit doute sur l'entraîneur actuel, mais ça c'est juste du feeling personnel, hein. Voilà, des fois il y a des entraîneurs, me demandez pas pourquoi, là je le sens pas, mais ça va peut-être Eric Horneland, donc je sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais en tout cas les structures sont là pour éventuellement à terme revenir. Alors en Ligue 1 ils le reviendront cette année, sauf catastrophe, parce qu'en foot et en sport et en matière vivante on peut jamais prédire l'avenir, mais normalement ils devraient revenir, et après pourquoi pas s'installer assez durablement, au moins dans la première partie de tableau du sport, du foot français. Vous pensez pas que son côté tactique à Horneland est un peu une ressource fraîche? Parce que depuis... Moi, la tactique, je la vois pas avec lui. C'est go, 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 go. Je vois pas de tactique avec lui. J'avais l'impression que c'était un peu plus structuré, puisqu'on a eu des coachs comme Duprat, Dalloglio, où vraiment c'était beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, et là qu'on revoit un peu de schéma de passe, les schémas de... Oui, alors là, le problème, c'est que c'est toujours pareil. Les entraîneurs ont alors, par exemple, à l'étage du dessus, parler de Lyon, il y a un vrai entraîneur, peut-être qu'Eric Horneland l'est, mais aussi il a des joueurs techniquement parlant qui peuvent répondre à ses attentes. Là, techniquement parlant, ce que j'arrive pas à voir à Saint-Etienne, c'est si c'est l'entraîneur qui n'arrive pas à faire passer son message, et si ce message est bon ou pas, ou si c'est les joueurs qui n'arrivent pas à le comprendre, intellectuellement parlant, et après techniquement. Voilà. Donc ça c'est une des questions. Après voilà, un entraîneur est un homme des résultats. On va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, il a la confiance de ses dirigeants. Bon, il n'y a pas de raison que ça change, mais pour l'instant, moi je vois pas beaucoup de tactique, mais je me pose des questions. Je suis pas forcément objectif par rapport à ça, parce que j'ai pas d'affinité avec ce coach. On est d'accord quand même que là, Saint-Etienne a le meilleur effectif au niveau volume de la Ligue 2 et qui est largement capable de remporter cette Ligue 2. Oui, mais après, on voit, par exemple, pour parler de Lyon, et je fais pas de parallèle, hein, Lyon-Saint-Etienne pour titiller l'un et l'autre, hein, mais cette année, ils ont une équipe très moyenne en termes d'individualité, mais ils ont un collectif énorme. À Saint-Etienne, après je sais pas le collectif comment il est, je le suis pas assez de près pour avoir une réponse par rapport à ça, mais c'est vrai que sur le papier c'est le meilleur, comme on l'a dit à un moment donné, c'était je crois que c'est même moi qui ai inventé un peu le truc, le PSG de la Ligue 2 quoi en fait. Ouais. Voilà. Mais je crois qu'ils se sont trop vus le PSG de la Ligue 2 assez tôt, et après il y a un moment donné, c'est comme toutes les épreuves, hein, on a beau dire on va faire des choses
c'est sur le terrain qu'il faut le faire, qu'en fait. Il faut le démontrer. La transition est faite parce que je voulais parler de l'Olympique Lyonnais. On a l'habitude de retracer, notamment dans ma chronique, les résultats sportifs de la région. Et puis on a eu un magnifique match dimanche soir au Groupama Stadium face à l'Ogre Paris Saint-Germain qui a emporté dans le Money Time face à l'Olympique Lyonnais. On a eu une belle démonstration. On a eu aussi un football plutôt beau à regarder. Et puis on a eu une victoire dans le Money Time, comme je l'ai dit, mais on a vu un OL qui s'est battu avec ses armes. Notamment avec l'épisode de cet été, on en a reparlé plusieurs fois ces dernières semaines où vraiment l'OL a su travailler dans l'ombre tout l'été, revenir très fort, et puis on a eu des belles rencontres du côté de l'OL qui s'est imposé, qui a fait 2-2 dans le Nord avec des équipes qui sont plutôt candidates à l'Europe. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'OL cette saison? On avait noté ce problème de volume parce qu'il y avait plusieurs compétitions cette saison à jouer, notamment l'Europe avec l'Europa League. Malgré que la dynamique soit moins bonne ces dernières semaines, notamment avec les 2 défaites cette semaine face au Betis et face au PSG, qu'est-ce qu'on peut noter et revenir aussi sur ce match contre le Paris Saint-Germain qui a été plutôt positif? Moi, j'ai l'impression que Lyon a été déménagé à Lourdes. C'est un miracle ce qui se passe. Au vu de ce qui s'est passé cet été. Pour le rappel, c'était... Le 24 juin, Lyon était en Ligue 2 à cause d'un folklorique président. En 10 jours, les actionnaires, et notamment l'une des actionnaires qui était... il l'est toujours, Michel Kang, qui est la voisine de John Textor, elle a sauvé la mise en remettant l'argent, en remettant un peu de tout droit, parce que voilà, il fallait apporter un certain nombre de garanties, après vendre des joueurs, et donc que Lyon, le 9 juillet, déjà soit en Ligue 1, c'est déjà un exploit. Et avec l'équipe qu'ils ont, c'est plus qu'un exploit, quoi. L'entraîneur, c'est un magicien, quoi, en fait. C'est pour ça que je vous dis Lourdes. C'est pour ça qu'il y a un moment donné où il y a des choses qui s'expliquent pas. Franchement, je pensais pas, parce que de toute façon, on savait très bien que si Lyon n'était pas repêché en Ligue 1, il y avait plus de club à Lyon. Voilà, il y avait pas les moyens d'être en Ligue 2. Donc déjà d'être là, et en fait, c'est cette notion de résilience. C'est incroyable comme ça habite le groupe, en fait. Et ils étaient au bord du gouffre, et même si, c'est là le paradoxe de l'histoire humaine, en fait, du sport, parce que moi, j'en ai marre qu'on dise, ouais, c'est des mercenaires qui gagnent du pognon, etc., etc., etc. Là, dans cette équipe, il doit y avoir 2 ou 3 Lyonnais, vraiment qui sont là, de Lyon, quoi, en fait, on va dire, voilà. Mais alors, tous les autres se sont accaparés cette histoire. Un jeune inconnu de Liverpool, 2 Tchèques que même les spécialistes, il y avait que les spécialistes du championnat tchèque, et j'en fais pas partie, qui le connaissaient, des gamins qui viennent de nulle part. Et ben ils sont arrivés dans ce groupe et ils ont dit on nous voyait tous en bas finalement, avec un Sénégalais, un Angolais. Qui sont patrons de la défense, mais qui au-delà de l'aspect technique, ils ont pris en main ce groupe. C'est quand même des gens d'Afrique, des gens d'Angleterre, des Tchèques qui prennent. C'est là où on voit la force des grands clubs, en fait, que ça appartient un peu. Tyler Morton, l'anglais, ou les autres Tchèques. Moi, une fois, il nous racontait un peu comme ça. Il nous dit mais que l'OL vienne nous chercher. Nous, entre guillemets, petits joueurs, parce qu'il y a même il y a 2 ans, Lyon va pas aller chercher des joueurs en République tchèque, voilà, parce qu'éventuellement les 2 meilleurs joueurs République tchèque, c'est des monstres, et ils sont au Bayern, au Real ou ailleurs, en fait. Et en fait, d'être là, d'être dans cette institution, parce que mine de rien, Lyon, c'est une institution. Voilà, là, ils vont aller chercher Hendrick au Real Madrid. Tout Lyon très intéressant, oui. Un joueur, c'est la pépite du football futur au niveau du Brésil. Le gamin brésilien, il dit mon choix, c'est d'aller à Lyon. Alors ça coche beaucoup de cases parce qu'il va jouer, etc., etc. Mais ça veut dire que Lyon au Brésil est connu. Lyon a un passé avec les Brésiliens. Il y a un énorme passé. Voilà, exactement. Donc c'est là qu'on voit la force de l'institution d'un club au-delà de l'aspect technique, de l'aspect de ceci, de cela. Et moi, je suis épaté de voir, encore une fois,
qu'un Sénégalais qui est passé par un club anglais, un Angolais qui est plutôt belge parce que il a été formé en Belgique, 2 Tchèques, qui c'est qu'il y a encore un Slovaque, le gardien de but, là qui veulent défendre et qui veulent un Américain, voilà, qui veulent défendre, qui veulent sauver même plus le soldat OL. Franchement, c'est beau. Et puis en plus, le staff portugais. Exact. Parce que là où on dit oui, il faut de la lyonnitude à Lyon, il faut du stéphanois à Saint-Etienne, il faut du strasbourgeois à Strasbourg, il faut du monégasque à Monaco et voilà. À Lyon, par exemple, toutes les années de titre, il y avait zéro. Les grandes années de titre, il y avait 0 Lyonnais, vraiment. Hein. Parce que le seul, c'était Sidney Govou, il est arrivé à Lyon à 18 ans. Il venait du Puy, donc on peut pas vraiment dire qu'il était inspiré de... Voilà. Et donc, en fait, c'est assez marrant de voir cette alchimie qui est arrivée là. Voilà, c'est les alchimies du sport, d'un vestiaire, comment on est arrivé à sauver le soldat. Et puis finalement, là, on a l'impression qu'ils récitent à peu près tous la même chose et qui, en plus, voilà, ils sont copains et on voit bien sur le terrain quand il y en a un qui tombe ou qui est bousculé par l'autre, il y a l'autre qui vient mettre un petit coup, quoi, en fait, dans le pur style de se dire tiens, on vient défendre notre institution, quoi. En fait, c'est assez épatant et c'est pour ça que je vous dis que Lyon, j'ai l'impression qu'on est à Lourdes. Voilà. C'est exact. Et en plus, c'est un mélange, comme vous l'avez dit, de jeunes aussi qui sont sortis du centre de formation, comme Mera, comme Morera qui a marqué contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est un mélange qui a pris le petit Alfonso Morera, je l'ai oublié, lui. Le gamin, il vient du Portugal. L'histoire de Lyon, je sais pas comment il s'empare de ce collectif et de sauver cette maison. C'est des mystères et qui sont souvent fabuleux à raconter, qu'en fait. Voilà. On a un match de l'équipe de France ce soir. Je voulais évoquer les joueurs qui sont passés à l'OL et qui sont en équipe de France. On a une histoire récente, c'est que il y a peu de joueurs de Lyon qui vont en équipe nationale. On a le dernier cas de Corentin Tolisso qui a retrouvé toutes ses capacités dans le championnat de Ligue 1 après avoir camouflé toutes ses blessures. Je voulais revenir sur votre avis, vous, pourquoi ces joueurs-là n'arrivent pas à retrouver l'équipe A. Notamment. Corentin Tolisso. Oui, après c'est un choix du coach. Je crois pas à tout ce qui traîne sur les réseaux en disant qu'il veut pas des Français, il veut pas des Lyonnais, il veut pas. Voilà, je trouve que ça c'est bullshit un peu des réseaux sociaux. Après, mine de rien, dans les sélections actuelles au niveau de l'équipe A, il y a quand même 4 Lyonnais formés à l'OL. Alors ce qui change par rapport à une époque, c'est qu'ils étaient formés à Lyon. Ils jouaient dans l'équipe de l'OL, ils allaient en équipe de France, puis après éventuellement ils allaient dans des grands clubs. Là ils partent avant, donc, mais sauf Cherki qui a éclos à Lyon vraiment avec l'équipe. Mais vous avez champion du monde avec. Oui. Alors je parle de l'équipe de maintenant, parce qu'il y a quand même 3 champions du monde en 2018 entre Samuel Umtiti, Corentin Tolisso et Nabil Fekir. Mais là récemment, voilà, il y a eu 4: Barcola, Malo Gusto, Ryan Cherki, et puis il y avait aussi Pierre Kaloulou. Mais ils sont pas estampillés lyonnais, même s'ils ont été formés à Lyon, et en plus tous ils sont nés à Lyon, quoi, en fait. Donc voilà. Je voulais vous parler aussi de cette fin de saison. On sait que la dynamique était un peu moins bonne du côté de l'Olympique Lyonnais. Vous, avec ce problème de volume quand même, malgré que l'équipe soit vraiment solidaire, est-ce que vous les voyez jouer l'Europe jusqu'à la fin de saison, ou vraiment il pourrait avoir une vraie coupure de courant, puis sachant qu'il y a la CAN qui arrive aussi courant décembre? Ouais, ça va être. Je pense que ça va encore serrer le groupe. De toute façon, encore une victoire à venir, et puis là peut-être en Serbie la prochaine fois, le prochain déplacement, et puis Lyon sera en 8e de finale au mois de mars, donc déjà ça nous repousse l'échéance 8e de finale en mars, donc déjà ça sera, ça permettra d'être un peu plus tranquille. Après il faudra voir au niveau du tirage au sort comment ça peut donner. Il faudra voir ce prêt au mois de janvier de Hendrick ou pas, qui s'il vient, c'est vrai que ça peut faire quand même, parce que là, paradoxalement, je vous parle de Lourdes, parce que il y a aussi aucun attaquant, quoi, en fait, aucun numéro 9 pour un club comme Lyon qui a formé autant de numéro 9, de ne pas avoir de numéro 9 qui marque des buts. Donc là, ça fera de l'effet. Donc si ça marche à ce niveau-là, il n'y a pas de raison, hein. Ils vont continuer de jouer à Lourdes, hein. Il y a pas de raison. C'est un peu juste pour vous? Ouais, c'est un peu juste, ouais. On en discutait une fois avec Christophe Dugarry, là, qui est consultant chez nous, le champion du monde 98, et il dit, qu'un Martin Satriano vienne à l'OL, c'est quand même signe quand même que le niveau de Lyon, c'est quand même pas un grand niveau. Il est bien, mais la marche est trop grande, quoi, en fait. Il avait fait 55 matchs en Ligue 1 pour seulement 8 buts pour un avant-centre.
C'est quand même pas Ça fait beaucoup. tâche. Et là, pour l'instant, il n'a pas marqué de but en Ligue 1, quoi, en fait. Voilà. Je vais rassembler le cas du GF38 et du FC Annecy. On a eu de belles saisons ces dernières années, notamment 2022 pour le GF, l'année dernière pour Annecy. Est-ce que dans un futur à moyen, long terme, est-ce que vous les voyez peut-être monter en Ligue 1 ? C'est vrai que c'est des équipes qui... j'en parlais avec Jonathan Tinan, qui est dirigeant un peu au GF38, qui me disait il y a 2 ans, c'est un peu trop tôt pour le GF, peut-être pas au niveau sportif, mais au niveau qui englobe le club, de monter en Ligue 1. Après, ces clubs-là, c'est un petit peu... J'en discutais à une époque quand Dijon était en Ligue 1. Et en fait, le président de Dijon, j'ai perdu son nom, mais il me disait, moi, Dijon, en gros, mon équipe, elle est entre la 15e et la 25e équipe professionnelle française. Entre la 15e et la 25e. Ça veut dire que si tu montes en Ligue 1, tu vas jouer les dernières places. Et du coup, il n'y a pas de Ligue 1 et demi, il y a pas, donc, la difficulté de monter en Ligue 1 pour ces clubs-là, même si Grenoble a un stade, même si Grenoble a joué, voilà, il va falloir, trouver quelque chose. Annecy, c'est un peu tôt, parce que là, il faut structurer mieux, etc., etc. Et puis là, il y a une grosse crise économique, avec les droits TV, c'est vraiment difficile. C'est, je pense, pour ces clubs-là, la marche, elle peut être vraiment très difficile à monter, sauf s'il y a un gros mécène qui arrive, et encore, c'est pas forcément la solution, parce que même Saint-Etienne, avec un gros mécène l'année dernière en Ligue 1, ils redescendent. Donc c'est vraiment la marche pour être en Ligue 1, elle est quand même difficile. C'est simple, la Ligue 1, vous avez 4 gros clubs, vous avez Paris Saint-Germain, vous avez Rennes avec François Pinault, Bernard Arnault au PFC, le Paris FC, et puis vous avez Monaco qui est Monaco. Ensuite vous ajoutez Monaco, voilà, qui est la principauté, donc il y aura toujours de l'argent. Marseille, ils ont toujours, s'ils n'ont pas d'actionnaires, ils auront toujours le public qui fera que ça sera un grand club. Après t'as le cas de Lyon, bon, pour l'instant ils essayent de se raccrocher un peu en passant par Lourdes, là, ils essayent de se raccrocher à cela. Et après tous les autres clubs, alors il y a Strasbourg qui est un cas un peu spécial parce qu'ils sont multi-clubs avec Chelsea, donc ça ils peuvent se sauver. Mais tous les autres clubs sont largement en danger, quoi, en fait. Donc c'est de la survie, même pour les. C'est même de la survie, ouais, tout à fait. Pour les clubs que vous avez cités. Oui, parce que là, par exemple, vous imaginez, pour juste vous donner un ordre d'idée, Lyon, il y a 3 ans, ils avaient sur leur budget 60 millions d'euros de droits TV. Là, cette année, s'ils en touchent 2, c'est le bout du monde. Donc vous imaginez tout ce qu'il a fallu faire en termes de finances et de salaire pour baisser tout ça. Donc c'est vrai que c'est un moment un momentum pour les clubs qui est très très difficile. Ceux qui vont survivre là vont être plus forts plus tard, mais dans les 5 à 10 ans. Donc là il y a une belle épuration qui se mène, mais parce que les clubs d'une certaine manière ont fait n'importe quoi. Avec les droits TV, ils ont fait n'importe quoi avec leur salaire. Il y a eu c'est pas forcément on cible souvent les gros salaires des gros joueurs. Non, ceux-là, ils rapportent toujours. Mbappé, vous le payez la somme qu'il paye, mais il va ramener encore 2 fois plus. Donc ça, c'est pas un problème. C'est plus des joueurs moyens qui sont bien payés et des structures. À Lyon, à un moment donné, vous aviez, même s'ils font des spectacles, même s'ils font autre chose, il y avait quand même 600 employés administratifs. Ouais. Ça fait beaucoup quand même. Moi, ça me rappelle l'époque Puel à Saint-Etienne où la majorité des joueurs étaient surpayés. Moi, je me rappelle de. Oui, mais là, oui, mais il y a les joueurs, mais il y a aussi l'administratif. Vous imaginez un club comme Lyon qui avait 600 employés. C'est pour organiser une vingtaine de matchs à domicile. Alors certes, il y a du marketing, certes, il y a beaucoup de choses, mais ça faisait quand même beaucoup trop, quoi, en fait. Donc malheureusement, il y a eu un plan social. Malheureusement, il a fallu en passer par là parce que voilà, comme toute société qui a des soucis. Mais en fait, voilà, on est dans ce momentum où il faut tout remettre à plat. Et pour Grenoble et Annecy, ça va être difficile pour l'instant de monter. Et je crois que c'est même pas la volonté des présidents, parce qu'après, déjà, c'est dur de survivre en Ligue 2, donc en Ligue 1. Ouais. On a pas mal dépassé, mais je voulais finir quand même sur un bonne note. Quand même, oui, j'ai pas vu là. Je voulais vous parler de votre meilleur souvenir en tant que journaliste. Juste j'avais en tête, tous les titres de l'OL dans les années 2000 ou le Final 8 qu'on a parlé tout à l'heure. Alors ça c'est difficile, alors là c'est pas forcément ces moments-là, c'est peut-être plus des interviews à des séquences d'émotions, c'est plus des instantanés qu'on peut avoir ou des échanges avec
Moi, le plus émouvant, c'est pas du sport, c'est une personne que j'avais fait en interview il y a très longtemps. Je me souviens plus de la personne. Alors on était sur un débat sur la fin de vie. Et c'était une personne à Dijon qui avait une grave maladie et qui voulait à tout prix en finir. Et elle me dit, en quittant, elle me dit, je vous dis pas au revoir, je vous dis adieu parce que je veux vous dire adieu, en fait. Voilà, parce qu'elle avait décidé de. Vous refaites le déplacement de Dijon à Lyon avec cette phrase dans la tête et avec l'interview que vous venez de faire. Voilà, donc c'est pas forcément des moments de joie, parce que les moments de joie, je trouve, pour des clubs qui gagnent, bon bah voilà, nous on n'y est pour rien, en fait. Voilà, c'est les joueurs, ça leur appartient. Voilà, c'est plus des moments d'échange, d'interview. J'en ai beaucoup comme ça, et puis j'en ai beaucoup, mais c'est plus des interviews que des moments de joie, de victoire, parce que finalement ces moments de joie, de victoire nous appartiennent pas. Moi, j'aime bien avoir des choses qui m'appartiennent d'une certaine manière. Alors dans mon intimité, d'une certaine manière, avec des interviews qu'on a pu faire, des mots qu'on a pu échanger. Après le reste, quand ça devient des victoires, il y a 40 000 personnes dans le stade, où il y en a 100 000 en ville. Bon voilà, on n'est qu'un tout petit, on n'est rien dans tout ce développement-là, en fait. Voilà. Merci pour votre réponse. C'est très atypique, donc c'était un plaisir de partager ça avec vous. De rien. Merci infiniment, mon cher Édouard Jay, en tout cas, d'être venu à nos côtés aujourd'hui pour cette émission exceptionnelle. Je n'oublie pas également qu'il y a notre marraine aussi qui est autour de la table. Oui, je suis toujours là. Elle est toujours avec nous. Je suis attentive. Aurélie Joly, qui est toujours avec nous, où effectivement on aura l'occasion de refaire une autre émission exceptionnelle. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Édouard. C'était un très bon moment. Mais merci à vous. On se rend compte qu'effectivement les minutes passent très vite. On aurait voulu figer le temps, mais en tout cas, on a beaucoup appris. Je pense que nos auditeurs ont beaucoup apprécié également. Donc, en tout cas, on vous souhaite avec grand plaisir. Forcément une très belle continuation. Longue vie à Radio Grand Lac. J'allais dire Radio Aix, Sandra. Merci à vous en tout cas, et puis bien évidemment, vous revenez quand vous le souhaitez. Je connais l'adresse. Ça va. Voilà, vous savez, vous êtes à la maison. Merci à tous, en tout merci cas, à vous de nous avoir suivis. Merci Aurélie. Merci beaucoup, de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9-2 Parté. Driss, un grand merci à toi. J'ai pris à nouveau beaucoup de plaisir à animer cette belle émission. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. Nous vous souhaitons une très belle soirée à tous et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1 FM. Radio Grand Lac.